En regardant des decklists sur internet, vous avez peut-être déjà vu des joueurs trier leurs cartes par catégorie, que ça soit sur Moxfield, Archidect ou sur une autre plateforme. C'est une pratique intéressante car en classant nos cartes selon leur fonction, ça nous permet de savoir combien de slots on consacre à chaque rôle. Et donc d'optimiser la fluidité de notre deck et par extension moins subir la variance d'un deck singleton. Ces rôles peuvent être atypiques ou liés à des buildings spécifiques, mais la plupart du temps on retrouve les sets suivants. Les cartes de rampe, ou celles qui trichent avec les coups en mana, les cartes de pioche, ou qui génèrent de l'impulse draw, en tout cas sous la forme de cartes advantage, les sorts de protection et de résilience qui sauvegardent notre plan de jeu face au removal adverse, les pièces de combo et de wincon, les pièces de synergie, en tout cas tout ce qui rentre dans une relation enabler-payoff qui est souvent dans le thème du deck, les tutors, et enfin la gestion. Ce à quoi je pourrais rajouter une 8ème catégorie si je choisissais de séparer la gestion de masse des spot removal. Alors l'application est simple, il suffit de dénombrer chaque slot appartenant aux différentes catégories pour prendre un peu de recul sur son pack. Du coup, ça donne des bonnes pistes de réflexion au moment de faire des cuts comme tiens, j'ai pas assez de removal, ou encore faudrait que je retire un ou deux sorts de rampe. Mais attention, l'idée c'est pas de faire quelque chose d'ultra proportionné et de lisser les probabilités. Ça serait peut-être même une erreur. Mais du coup, la question spontanée qu'on peut se poser, c'est combien faut-il que je joue de cartes dans chaque rôle ? Je peux pas vraiment répondre à la question dans l'absolu, parce que ça va dépendre de vos choix de mécanique, de commandants, de stratégie, et même de thème. Par exemple, dans mon deck Shadowbound, étant donné que je joue 28 fois la même créature, à 1 mana, la curve est donc du coup très basse. J'ai pris le parti du coup de me dispenser des sorts de rampe, pour privilégier un autre rôle. En revanche, il faut savoir que de nombreuses cartes peuvent remplir plusieurs rôles, certaines de façon indépendante, comme un Golgari Shard, qui peut être à la fois un spot removal, un sort de protection ou une mini-vrasse. Ou alors ça peut prendre une forme plus synergique, comme avec Yugmoth, Trad Physicienne, qui est un moteur de sacrifice pour les decks aristocrates, un générateur de draw dans ces mêmes decks, et pourquoi pas un enabler de marqueur -1/-1 dans un deck sur ce thème. Et du coup ça peut avoir un rôle double, lié à une mécanique purement thématique, comme par exemple un elfe de Llanowar dans un deck Elf Ball, où il sera à la fois une carte de rampe et un enabler pour toutes les synergies elfes. Si je vous parle de ces cartes hybrides, c'est bien parce qu'elles comptent plusieurs rôles et donc libèrent des slots théoriques au sein de notre deck. Ça offre une certaine flexibilité de building, en plus de minimiser le nombre de fois où elles risquent d'être des cartes mortes. Maintenant on va pouvoir aborder le dur de cette vidéo. Parce qu'il y a une carte que vous avez forcément depuis le début de la partie, et elle aussi elle a un rôle, voire même plusieurs. C'est votre commandant. Et on peut se poser la question, que vu qu'on l'a forcément au départ, est-ce que c'est forcément nécessaire d'apporter de la redondance à celui-ci ? Pour essayer de répondre à cette question, on va essayer d'identifier là ou les catégories auxquelles il appartient. Par exemple, Kyodai, l'âme de Kamigawa, est clairement une carte de la catégorie protection. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre autant de sorts de protection que dans un deck 6 capitaine de l'Aquilon ? Et de la même façon, dans ce deck 6 capitaine de l'Aquilon, est-ce que j'ai besoin de mettre 4 ou 5 tutors dans un deck où le commandant le fait déjà à la base ? Et je peux aller encore plus loin, quitte à me faire traiter d'hérétique, est-ce que j'ai vraiment besoin de Panharmonicon dans un deck Yarok ? La réponse pour moi c'est pas dans l'absolu. Alors je sais ce qu'on va me dire, oui mais dans ton deck c'est important, si ton commandant il se fait girer, d'avoir de la redondance. Pour moi c'est un peu prendre le problème à l'envers. Je préfère majoritairement protéger mon plan de jeu, plutôt que devoir le rebâtir. D'autant que dans un deck ETB, mes cartes elles ont pas besoin de Yarok pour fonctionner. Bon, en vrai, votre deck il tournera pas mieux ni moins bien si vous décidez de consacrer une petite slot à Panharmonicon dans votre deck. Tout le monde a le droit de se faire plaisir et tout le monde a le droit d'être un peu gourmand. Mais je vous assure que c'est une très mauvaise idée d'essayer de mettre tous les payoffs similaires à votre commandant dans votre deck. Surtout si c'est pour se faire retourner par la première vrasse qui passe. En tout cas, une chose est sûre. Si je dois jouer un homologue à mon commandant dans les 99 cartes, ça sera parce qu'il a une puissance bien plus élevée que celui-ci, peut-être un coup de mana aussi plus faible, mais surtout parce qu'il apporte une polyvalence et vraiment une plus-value au deck. Je pense par exemple à Steel Paladin dans un deck équipement avec Ardennes. Les deux trichent sur le coup d'équipement, par contre le Steel Paladin il fait piocher. Pour illustrer un peu plus mon propos, j'ai eu l'occasion de croiser un deck Brago qui cumulait Tassa version 2, Cabinet du Conjurateur et à peu près tous les autres payoffs du genre.
Je pense sincèrement qu'il gagnerait à jouer des contresorts à la place, déjà parce qu'il serait moins menaçant, hein, d'un point de vue purement visuel, et ensuite parce qu'il garderait la liberté d'action pour se protéger et potentiellement gérer une menace immédiate. Alors je sais bien que faire des tonnes de value c'est rigolo, mais en vouloir toujours plus alors votre plan de jeu est déjà en place, bah c'est un move vachement greedy, hein, et ça risque de faire de vous un colosse au pied d'argile. Et je pense surtout à vous là, ceux qui jouent Anneau de Clériâtre et Bracelet l'illusionniste en tant que payoff dans un deck où votre commandant est déjà un payoff. Parce qu'en jouant ces cartes juste pour votre général, vous avez vite fait de former une chaîne où certains maillons seront inutiles sans votre commandant. Après cette réflexion, elle a plein de contre-exemples. Dans mon deck Ur-Dragon, c'est pas parce que celui-ci réduit le coût de mes bêtes de 1 que je joue pas de sort de rampe. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de vous pousser à identifier à quelle catégorie appartient votre commandant, afin que vous puissiez éventuellement ajuster le nombre d'emplacements que vous consacrez à celle-ci. Ça pourrait éventuellement vous éviter quelques mauvais top decks, vous rendre disponible quelques slots pour du building, et pourquoi pas, faire un pas de plus dans le Commander Theorycraft. Attends, avant de transplaner, tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire, s'il te plaît. Puis si t'as kiffé la vidéo, il y a de grandes chances que celle-là, elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil, hein.